Alors, c'est en train d'enregistrer. Waouh, moi j'attaque déjà, c'est 9h du matin pour toi, je suis désolée. Tu t'es mis la caféine en intraveineuse. Ah oui, j'en ai, j'ai avec mon groupe préféré. Ok, c'est parti. Tu me dis quand t'es prêt que je peux y aller. Je suis prêt quand tu veux. Et bienvenue les amis, c'est parti pour la troisième et dernière partie du chapitre 1 du livre Guerre et mensonges de Sylvain Laforêt, qui nous embarque sur les cours d'histoire comme on n'a jamais pu les avoir, en tout cas pas dans notre génération. On se réjouit de pouvoir refaire le programme national avec les fausses nouvelles existent depuis plus d'un siècle. Elles sont devenues notre histoire. Moi, j'adore ta tagline de ton livre parce que c'est tellement ça. Alors, dans cette troisième et dernière partie du chapitre 1, on va parler de la division du monde en deux parties avec la révolution bolchevique et la création de l'État d'Israël. Et on va finir avec Hitler qui nous amènera au deuxième. Waouh, c'est corsé quand même, hein. On attaque, c'est du lourd, hein, Sylvain. Il s'est passé tellement de choses au début du 20e siècle. Ça a été une débandade de tous côtés. Tout le monde se battait entre eux autres pour le contrôle de tout. Et avec la révolution industrielle, avec l'apparition du pétrole, ça bouillonnait là, complètement. Je dirais que la mise en place pour la première et deuxième guerre mondiale, je veux dire, tout était là pour que ça arrive, ces trucs-là. La révolution bolchevique, c'est un autre pan de l'histoire qui m'a beaucoup ouvert les yeux aussi. C'est que j'ai lu un livre qui s'appelle Wall Street and the Rise of Bolshevism, de Anthony Sutton. Anthony Sutton est un historien et il a très, très, très bien documenté, parce que lui, il est parti vraiment de tous les réels documents. Et en plus, il a ramassé toutes les preuves circonstancielles du fait que Wall Street les banquiers, donc, avaient financé la révolution bolchevique. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de misère à comprendre ça au début, parce que je ne comprenais pas l'intérêt pour des capitalistes de créer le communisme. Donc, il a fallu pour ça, pour le comprendre, que je comprenne enfin le concept des guerres perpétuelles le concept que les banques doivent avoir toujours, pour garder le contrôle des économies, doivent toujours garder les pays en guerre. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à créer un monde séparé. Pour la guerre bolchevique, ça a été un peu une reprise, je dirais, de la Révolution française, c'est-à-dire que la monarchie contrôlait encore à l'époque la Russie, Nicolas II. Et donc, on a décidé d'enlever la monarchie russe pour pouvoir en contrôler l'économie. Ça a été la même chose. Et ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui sont les bolcheviks, dans le fond, étaient l'équivalent des jacobins en France, c'est-à-dire ils travaillaient pour les banques internationales. Donc, Trotsky, que les médias nous montrent comme un grand révolutionnaire et tout et tout. Marx aussi, qui était l'idéologie derrière ça, c'est des faux jetons de l'histoire, là, ces gars-là. Donc, Karl Marx, en 1848, avait écrit le manifeste communiste et il était complètement, oui, sponsorisé par les Rothschilds. Parce que les Rothschilds avaient déjà, les banques internationales aussi, parce qu'ils n'étaient plus seuls, les Rothschilds, mais les banques internationales avaient décidé de créer une idéologie qui pourrait s'opposer au capitalisme. Donc, en fait, nous, dans les livres d'histoire, Karl Marx était dans un appartement miteux avec une bougie en train d'écrire son concept, quand même. Oui. Ça, non, mais oui. Tu te rends compte, en fait, tu es en train de nous dire que Marx était sponsorisé aussi, j'utilise des termes actuels, par les Rothschild une fois de plus. Oui, absolument, parce que si on comprend le concept de la guerre perpétuelle, on comprend que l'intérêt suprême de créer deux idéologies opposées, de créer une idéologie qui s'oppose à la nôtre, qui est le capitalisme. Donc, et même la démocratie qu'on peut inclure un peu là-dedans, parce que le communiste est ni un ni l'autre, c'est-à-dire on n'est pas dans le capitalisme, on n'est pas dans la démocratie non plus. Donc, on a créé artificiellement cette idéologie-là. On l'a implanté en Russie pour la première fois. Donc, deux pierres d'un coup, on se débarrasse de la monarchie, on contrôle l'économie russe et on a enfin notre idéologie qui va s'opposer à la nôtre. Et de là va commencer une espèce de guerre froide, mais qui va vraiment prendre son envol à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais entre-temps, on aura aussi communisé la Chine, dont on contrôlait l'économie de la même façon. Donc, les choses ne sont jamais
comme on pense. C'est jamais comme on nous a dit et ça vaut pour à peu près tout. Oui, tout ce qui paraît évident au premier coup d'œil, c'est vrai que Mm. hein, on apprend de plus en plus dans tes livres que ça, c'est Mhm. la facette et surtout que juste avant d'arriver quand même, parce que sur la création d'Israël, tu nous Oui. parles dans le prologue du rôle aussi de la CIA dans Mhm. les médias, en fait. Parce que c'est vrai, comme tu disais dans la première vidéo de cette capsule, Oui. nous, notre accès à l'histoire, c'est quand on est enfant, les cours d'histoire à l'école. Oui. Après, c'est la télévision ou c'est les médias. Enfin, bon. Puis après, il y a le Le cercle quotidien. d'amis. C'est ça. Bon. Alors, il y a quand même toutes ces infiltrations aussi dans les médias. Parce que bon, Oui. il y a longtemps, il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant, Internet, etc. Oui. Il y a quand même cette ligne. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Ben, en fait, c'est que, évidemment, et la CIA et les médias, les deux sont contrôlés par ce que j'avais déjà expliqué, c'est le CFR, dans le fond. C'est le Council on Foreign Relations. Et c'est à travers ça qu'on contrôle toutes les lignes médiatiques, toutes les histoires officielles et tout ça. Les médias et la CIA sont intimement liés. Donc, il y a des agents de la CIA qui travaillent dans toutes les salles de presse de tous les grands journaux, dans toutes les salles de presse des médias mainstream qu'on appelle les bulletins de télévision de NBC, MSNBC, de CNN et tout ça. Donc, ils sont Et journalistes, en fait. Officiellement, ils sont journalistes. en fait, plusieurs journalistes sont carrément des agents de la CIA. Oui, c'est ce que tu Donc, écris, effectivement. oui, oui, oui. Cooper Anderson, ça, semble-t-il, ça serait même prouvé. Mais bon, je n'ai pas été voir les détails de ça, mais Cooper Anderson, qui est un des animateurs fétiches de CNN, lui, c'est un agent là, clairement de la CIA. Mais de toute façon, c'est qu'on comprend qu'on est toujours dans la désinformation. La CIA, pour faire ses opérations, est toujours dans la désinformation, toujours, toujours. Donc, c'est non seulement intimement lié, mais c'est la même chose, ils font le même travail. Les médias et la CIA font le même travail de désinformation de la population. Et les mondialistes, évidemment, grâce à leurs grandes tentacules et ce qu'ils sont capables de contrôler, donc, ils le font avec l'économie, ils le font avec la santé pour l'OMS, on le voit aussi, mais ils le font pour l'éducation aussi à travers l'UNESCO. Donc, tous les programmes d'éducation partent de la même idéologie mondialiste et qui ne s'en cachent même pas. C'est-à-dire que le mondialisme ou le globalisme est la notion de base des programmes d'éducation dans tous nos pays occidentaux. Donc, c'est pour ça qu'on nous raconte la même chose partout, mais les mêmes mensonges partout. Là. Vous avez en Suisse la même éducation que nous subissons ici, c'est-à-dire un chapelet de mensonges qu'il faut absolument détruire et jeter dans le feu pour pouvoir s'en sortir. Ça Donc, pose aussi un petit souci démocratique, tout ça, non? ben oui, en fait, mais la démocratie, c'est la même chose. C'est que la démocratie est complètement contrôlée. Tu sais, si tous nos systèmes électoraux sont pareils aussi, c'est toujours dans à peu près tous les pays la même chose. C'est basé sur le système bipartite américain, qui est de créer deux partis qui s'échangent le pouvoir. Évidemment, l'opinion publique, encore là, est contrôlée par les médias. Et aux États-Unis, c'est simple, il n'y a que deux partis, démocrates et républicains, et tu votes un pour l'autre. Il se crée des différences idéologiques, mais qui sont mineures, et que tu votes pour un ou pour l'autre, le but n'est que de maintenir le système en place, qui est une plutocratie euh, complètement menée par les banques internationales à ce moment-là. Et c'est pareil dans tous les pays. Nous, c'est libéraux conservateurs qui s'échangent le pouvoir fédéral au Canada depuis ad vitam aeternam. Et c'est toujours la même chose. Il n'y a rien qui change. Tu sais. Puis il y en a un qui va se dire un peu moins contre l'avortement, l'autre un peu moins contre l'immigration, l'autre un peu plus. Mais c'est la même C'est chose ça. dans le bout de la ligne. Débat stérile. Oui, oui, on vote pour le même monstre. On choisit notre dictateur. C'est la meilleure chose. Donc, la démocratie, c'est choisir son dictateur, alors que la dictature, c'est ne pas choisir son dictateur. Mais souvent, tiens, une petite anecdote en passant qui n'était pas prévue. Moi, j'adore les Souvent, anecdotes, j'adore les histoires. Vas-y. oui, c'est ça. Bien, souvent, on va nous parler que la dictature, c'est terrible et tout et tout. Mais il faut comprendre que parfois, dans certains pays, quand tu as un leader qui travaille pour son peuple,
c'est beaucoup mieux de ne pas le soumettre à des élections à tous les 4 ans et de risquer de le perdre. Donc, si on parle, mettons, d'un dictateur comme Kadhafi l'était en Libye, ou d'un dictateur comme Bachar al-Assad l'est en Syrie, il ne faut pas les soumettre à des élections parce qu'il y a un risque de les perdre à tous les 4 ans. On l'a vu avec Evo Morales en Bolivie, c'est la même chose. Il se battait pour son peuple. Bon, lui, il n'a pas perdu dans les élections, mais il n'est pas assez prêt de perdre dans les élections. Et donc, la Bolivie aurait pu complètement virer, mais de manière légale, au compte des banques internationales en se soumettant. Donc, ce qu'on appelle la démocratie est presque le contraire de ce qu'on nous dit. Mais ce qu'on appelle la dictature est presque aussi le contraire de ce qu'on nous dit. Ben oui, parce que dans les médias, en tout cas, on parlera de la Syrie dans d'autres vidéos quand on va avancer dans ton livre. Oui, oui, oui. Mais on nous a fait un tableau qui est à l'opposé de ce que tu dis et ça vaut la peine vraiment de prendre le temps d'écouter le vidéo qu'on va faire parce que ça, personne ne va vous le dire dans les médias. Quand on comprend qui paye, à qui profite tout ça et comment tout ça est mis en place, c'est tellement logique et tellement simple. Alors, Sylvain, en quoi la création d'Israël prend une place dans la première partie de ton livre? C'est une place prépondérante. Ça fait 100 ans qu'on est pris dans le même truc aujourd'hui. Et pour la plupart des gens, apprendre que la création d'Israël, dont le projet a été lancé en 1897, est complètement lié au réchauffement climatique aujourd'hui, les gens font comme « Et pourtant, le lien est direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est la même chose. J'explique. Donc, les banques internationales se sont battues pendant tout le 19e siècle avec les américanistes qui voulaient se débarrasser de ces banques-là. Donc, on a toujours été les uns contre les autres, tout ça. Ce qui est arrivé au 19e siècle, c'est qu'on a commencé à comprendre l'importance que le pétrole aurait pour le développement des économies. Donc, John Rockefeller est devenu multimillionnaire à une époque où c'était complètement indécent l'argent qu'il pouvait ramasser avec le pétrole parce qu'il avait réussi à aller chercher le monopole de la production et de l'extraction du pétrole aux États-Unis. Donc, Rockefeller est devenu ultrêmement riche. Et avec le début du 20e siècle, on a commencé à créer des automobiles, on a eu le moteur à combustion, donc la première chose qui a changé et qui a révolutionné le tout. Et on a eu les premiers avions aussi qui ont été créés, tout ça. Et tout se faisait au début du 20e siècle. Les Rothschilds, qui, eux, voulaient contrôler le monde toujours, se sont rendus compte que non seulement le pétrole menaçait leur propre pouvoir, mais ils n'avaient aucun pétrole. Il n'y avait à peu près pas de pétrole dans les pays qui dominaient. Donc, pour eux, c'était important d'aller chercher, d'aller contrôler le marché mondial du pétrole s'ils voulaient continuer à dominer le monde, parce que les Américains, eux, montaient tranquillement là, grâce à l'extraction américaine. Donc, à partir de la fin du 19e siècle, on a commencé la prospection au Moyen-Orient. On se doutait qu'il y avait du pétrole un peu partout, parce que même la Bible en fait mention, mais on se doutait qu'il y avait du pétrole un peu partout au Moyen-Orient. Mais donc, les Rothschilds ont commencé à travailler pour aller chercher ce pétrole-là, pour pouvoir contrôler le marché mondial. Et on se doutait qu'il y en avait beaucoup. Et dès les premiers puits qu'on a creusés, on en a trouvé. Et donc, en 1897 est née l'idée de la création d'Israël. Donc, à travers Theodor Herzl, qui était le premier... l'ancêtre du sionisme, dans le fond. Donc, on s'est dit que ça serait peut-être une bonne idée de retrouver la terre promise dans la Bible pour les Juifs, mais ça n'avait absolument rien de religieux. Parce que dès le début, on voulait aller semer une graine qui grandirait et qui permettrait d'aller chercher tout le pétrole du Moyen-Orient, de le contrôler. Et donc, 1897, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on lance l'idée d'Israël. 1917, en pleine Première Guerre mondiale, a lieu la déclaration de Balfour. Déclaration de Balfour en 1917, c'est quoi? C'est une lettre qu'on peut lire aujourd'hui. On a encore ce document-là. Et qui est que le ministre de l'Économie britannique, Lord Balfour, accorde à la Banque Rothschild
l'idée de créer une colonie juive en Palestine. OK? Donc, c'est absolument fascinant si tu regardes cette lettre-là parce que l'Empire britannique contrôlait plein de choses, mais ne contrôlait même pas la Palestine. Mais malgré qu'on ne la contrôlait pas, on la cédait à la Banque Rothschild d'avance. Donc, Laurence d'Arabie, que tout le monde connaît, ou à peu près, tu sais, on l'a envoyé aller chercher le territoire de la Palestine pour le compte de l'Angleterre, qui, après, l'a cédé à la Banque Rothschild pour créer Israël. Évidemment, on ne l'a pas créé tout de suite. Parce que je crois que les Juifs n'avaient aucune envie de déménager de l'Europe pour aller se retrouver dans le désert où il n'y avait pas grand-chose et aller se battre avec des Arabes. Donc, personne n'en voulait. Il fallait donc trouver un moyen de chasser les Juifs de l'Europe pour coloniser Israël. Et ça a été la deuxième étape. Donc, en 1917, on a la résolution Balfour. 1924, Hitler publie Mein Kampf. Et dans Mein Kampf, dans le fond, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait chasser les Juifs d'Europe. Donc, quel timing quand même, hein? Alors que les banques ont envie de créer Israël et ont besoin de Juifs pour peupler la Palestine, Hitler arrive avec le plan parfait. Donc, on peut se demander pourquoi Hitler a été financé à plein. Mais je pense qu'on a là notre réponse. Et évidemment, aucun livre d'histoire nous parle de ça. Et pourtant, tout est là. Les documents sont tous là. Non, parce que en fait, je crois que depuis qu'on est enfant, on nous apprend. C'est comme un jeu d'échecs, on nous apprend ce qui se passe à un coup. Voilà, c'est peut-être la version, voilà. Oui, puis il est arrivé, il a tout fait comme ça, voilà. Oui, c'est ça. Le monsieur, le méchant, ou celui qui gagne, le héros, le super-héros, enfin voilà. C'est très basique, hein, ce qu'on nous apprend. Oui, c'est ça. Focalisé sur un tout petit truc. Ouais. Et puis, les gens qui sont passionnés par les échecs, où là, on sait que si on ne pense pas minimum à 5, 6 ou 7 coups, on est cuit. Et c'est vrai que ton approche, là, tu parles de la création d'Israël, comment on arrive à bouger une population, mais tout ça, ça se prépare. Et c'est vrai que, d'ailleurs, avec ce qu'on vit là actuellement, avec le printemps 2020 et tout ce qui s'est passé, si on s'arrête juste à un virus et puis le port du masque et un vaccin, bah, ça va pas. Non, mais toi, tu rigoles parce que c'est devenu tellement automatique pour toi de prendre du recul ou de la hauteur que pour toi, c'est tellement logique. Oui, c'est un pas de recul. À partir du moment où tu comprends la structure, l'ensemble de tout ça, tout devient, même les actualités deviennent faciles à débunker parce qu'on comprend tout de suite qui fait ça, qui dit ça, qu'est-ce qu'on essaie d'implanter comme idée, mais avec chaque nouvelle qui sort. C'est super facile à comprendre. Il s'agit de comprendre vraiment bien la structure de base. Parce que la structure de base, c'est à peu près toujours la même. Tu sais, comme je dis, elle a varié, mais regarde, je m'en voudrais qu'on finisse cette capsule-là avant que je relie le réchauffement climatique parce que j'ai allumé là-dessus. Ah oui, tu as sacrément allumé, Sylvain. Oui, c'est ça. La réalité, là, on va sauter quand même un long pan d'histoire, mais la réalité, c'est que les banquiers mondiaux ne contrôlent toujours pas le pétrole mondial parce qu'Israël a été incapable d'agrandir dans son histoire, a été incapable de passer par-dessus son voisin, la Syrie. Donc, le plan d'agrandissement d'Israël est mort en Syrie et c'est d'où l'importance extrême de la Syrie. Et comme on ne contrôle plus du tout le marché mondial du pétrole, on a décidé que peut-être faire une transition vers l'électricité serait une bonne solution. Mais ce n'est que ça. L'histoire est plus complexe. On la racontera au complet dans ses détails dans une autre capsule, mais c'est ça qui lie, au fond, Hitler, qui lie la création d'Israël avec le réchauffement climatique aujourd'hui. Effectivement, c'est un sujet, là aussi, quand on en parlera, ça risque de choquer certaines personnes, mais voilà, il faut aussi apprendre à ouvrir son esprit à 360 degrés, pas juste par rapport à ce qu'on va devant de soi. Puis avoir certaines fois aussi la curiosité de voir les choses sous un autre angle, beaucoup plus vaste et plus ancien que ce qu'on nous a appris. Hein. Alors, c'est vrai que dans les prochaines vidéos, on va arriver à la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler. Tu nous expliqueras en quoi ce qu'on a appris était peut-être pas si complexe ça. Et c'est surtout fascinant comme histoire en plus. Ouais, on se réjouit beaucoup. En tout cas, merci Sylvain.
Ah, ça me fait tellement plaisir. Maintenant, tu as jeté le pavé dans la mare. Hein. Oui, c'est ça. Alors, de toute façon, dans chaque vidéo en lien, Ouais. on retrouve le livre de Sylvain. Oui. Vous pouvez l'acheter pour le moment sur un format numérique, n'est-ce pas? Oui, en fait, j'ai décidé de. J'avais un contrat, je le dis en passant, mais j'avais un contrat avec un éditeur américain pour la version anglaise qui est Wars and Lies. D'ailleurs, on a travaillé la couverture ensemble, on a travaillé beaucoup du contenu ensemble. Mais quand j'ai vu que j'étais capable de rejoindre moi-même mon lectorat à travers les articles que j'écrivais en anglais, ben, j'ai décidé de publier mes e-books moi-même et garder mes droits. Je n'ai pas encore les versions papier, on me les demande souvent, mais je suis en train de travailler aussi là-dessus. Mais en attendant. Oui, ben c'est lourd, mais en attendant, au moins, on a les versions e-book. En tout cas, je peux juste te dire une chose, Sylvain, c'est que c'est à double emploi parce que ça fait arme blanche aussi. Parce que si tu te fais attaquer, tu donnes un coup de guerre et mensonge sur la tête de ton agresseur, tu t'en sors, mais tout de suite. Et puis, franchement, c'est très agréable. Bon, moi, j'aime bien aussi pouvoir mettre des notes dedans. C'est un vrai labyrinthe. Ben d'ailleurs, j'aurais pu tout résumer en 23 pages, mais tu n'aurais pas pu assommer personne avec 23 pages. Donc, j'ai décidé d'en faire 500. Non, mais on ne peut pas s'arrêter. Tu sais que quand on rentre dans ton livre, on ne peut pas s'arrêter. En fait, il faudrait presque le lire pour les gens qui ont la chance de vivre en couple, par exemple. Moi, j'ai plus la télévision depuis, comme toi, hein, depuis une quinzaine d'années. De le lire le soir à la lueur de la bougie, moi, je trouve ça génial, en fait. Hein. Il y a un suspense parce que c'est vraiment la réalité. Enfin, ça paraît de la fiction, mais en fait, c'est de la réalité. De redécouvrir l'histoire, c'est tellement fascinant. Là. Moi, c'est comme regarder un bon film, mais pour la première fois. Tu pensais que tu l'avais vu, puis non! Non, fake. Je suis née dans un fake. Et puis, donc, j'encourage aussi les personnes qui nous écoutent, je mettrai aussi en lien, de lire ton livre qui est paru en 2015 sur déprogrammation. Et là, c'est, je dirais, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le premier step, la première marche pour pouvoir faire le coup de Karcher dans son esprit et repartir sur des bases d'ouverture et d'une autre façon de voir les choses. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvain? Ah, absolument. C'est la programmation s'adresse particulièrement aux médias qui ne font que de la désinformation. Donc, tu ouvres une première boîte de Pandore en découvrant qu'on te ment sur à peu près tout, tout le temps. Et à l'intérieur de ça, il y a une deuxième boîte de Pandore qui est notre histoire. Et là, tu t'aperçois que c'est depuis toujours que ça dure et que l'éducation est aussi très, très, très responsable de cet état-là. Bien, merci en tout cas, Sylvain, pour cette première partie de Guerre et mensonges. On va se retrouver très bientôt pour la suite des événements. Tu nous parleras de l'histoire par ceux qui ont perdu les guerres et pas par ceux qui les ont gagnées. Ouais. C'est chacun de toi. Hein. Oui, c'est effectivement ça. Et puis, merci infiniment. On se retrouve très vite, les amis. Vous retrouvez Sylvain et ses livres, l'accès à ses livres dans les liens de vidéo. Ciao, à bientôt. Bye.